Va. Allons-y. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Dominique Dumais, gestionnaire principal chez Bell Marché Affaires. À titre de vice-président aux événements spéciaux de l'IBA, région de Québec, j'ai l'immense privilège de vous présenter notre premier conférencier. Il est un passionné de la vie et de tout ce qu'il entreprend. Toute son énergie est destinée à aider sa communauté et à favoriser le rayonnement et le développement de la ville de Québec. Il œuvre depuis près de 15 ans dans le domaine de l'événementiel. Entre 2014 et 2017, il a été créateur de Québec numérique, organisme bien connu aujourd'hui. Il a de multiples réalisations à son actif, notamment comme chargé de projet pour le Festival d'été, comme membre du conseil d'administration de l'Université Laval et comme directeur général du Festival celtique de Québec. Il a été élu conseiller municipal en 2017. Il est responsable du dossier de la ville intelligente. D'ailleurs, si vous suivez la scène politique municipale, vous aurez appris qu'il a récemment fait un repli stratégique pour devenir conseiller indépendant. On lui souhaite toute la chance. Il va nous parler de la transformation numérique au municipal. Ce n'est pas une question de revoir l'utilisation du numérique à l'interne, mais bien comment le numérique transforme le dialogue entre le citoyen et la ville. L'approche d'expérience client est intégrée dans sa démarche. Avant de poursuivre, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&A qui est à votre droite de l'écran, et les réponses seront traitées à la fin de la conférence. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de céder la parole à M. Pierre-Luc Lachance, qui nous parlera de sa vision du e-gouv municipal, une nouvelle forme de dialogue avec les citoyens de la Ville de Québec. C'est à vous, M. Lachance. Merci beaucoup, Dominique. Il faut comprendre que Dominique et moi, on se connaît depuis les temps immémoriaux du festival d'été et pas juste sur la terrasse VIP. Je vous assure, Dominique travaillait très fort. Soyez-en assurés. Donc, on voit ma présentation, Dominique. C'est parti. Oui, tout est beau. Excellent, 30 minutes top chrono, vous allez voir, on va faire ça. Il y a certains moments que ça va aller très vite, il y a beaucoup de texte. Je vous invite à ne pas tout lire le texte. Le but, c'est que si vous décidez de télécharger ma présentation, par la suite, vous allez pouvoir la revoir et comprendre ce que je voulais dire et pas juste faire comme c'est quoi ces 3 points de forme-là qui veulent rien dire quand je n'ai pas le contexte. Donc, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Le e-gouv municipal, une nouvelle forme de dialogue avec les citoyens de Québec. Vous allez voir, on a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine. Premièrement, qui suis-je par contre? Donc, un fan des Bears de Chicago, mon club depuis toujours, élu municipal comme Dominique l'a dit. Mon super-héros préféré qui me ressemble le plus, la Torche humaine, pour ceux qui sont amateurs de Marvel et des Fantastic Four. La nouvelle série s'en vient, d'après moi, en 2024. J'ai un profil ENTJ, donc je suis assez commandant par nature, ce qui est aussi le profil de la princesse Léa dans Star Wars. Mon dessin animé préféré lorsque j'étais jeune était Astro, le petit robot. Et comme l'a dit Dominique, je viens du domaine événementiel, donc j'aime beaucoup me promener avec un walkie-talkie, une oreillette dans l'oreille et diriger comme par exemple, là, c'était le début des fêtes de la Nouvelle-France. Le plan de match aujourd'hui, c'est important de bien être organisé. Donc, on va parler du e-gouv, c'est quoi? Les tendances, les enjeux. On va se glisser vers la transformation numérique et qui va nous amener vers l'expérience usagée dans les villes, qui va, lui, nous faire glisser vers le design thinking. On va faire une petite revue de littérature avec le Frame Innovation et Responsive City. Et on termine par deux choses, un exemple concret de jumeaux numériques qui se réalisent et des recommandations de lecture, parce que quoi de mieux que d'avoir de la bonne lecture à faire pour la suite des choses. Premièrement, définition du e-gouv. Activité gouvernementale, je vous le dis, hein, des fois ça va aller vite. Fait que suivez ceux qui pensaient aller chercher un café pendant la présentation, pas de bonne idée. Activité gouvernementale qui s'opère dans les processus numériques qui utilisent et reposent sur les technologies de l'information et la communication, les TIC, que vous devez bien connaître, soyons clairs. Généralement, l'Internet, c'est fou, hein, cette définition-là. Wow, ils nous apprennent l'Internet, c'est incroyable. Ça n'a pas été écrit en 1992 du tout. Entre l'administration et les membres du public, ainsi que les entités du secteur privé, en particulier les entités réglementées. Cela touche principalement 4 domaines. Donc, l'autorité de l'État,
et ses fonctions et les relations dans les économies et sociétés. L'économie de la connaissance, l'information est une nouvelle forme de richesse et la technologie est un nouveau moyen de créer cette richesse-là. La légitimité de l'État et sa relation avec les citoyens et l'État de droit. On parle ici un peu de la e-démocratie, le vote électronique, mais aussi toutes les consultations citoyennes qui peuvent se faire à l'aide des TI et de l'Internet. Les opérations des institutions publiques, soit l'administration publique électronique. Donc, on va parler ici de transformation numérique du gouvernement, vous allez voir, on va le voir plus loin, et d'un niveau un peu plus macroscopique de l'État, donc les relations internationales avec les autres acteurs publics. Le sondage que vous avez participé en grand nombre de 50 personnes, comment s'est passée votre dernière expérience d'interaction avec votre ville? Et ceux qui ont répondu, en fait, je vous donne le résultat, 30 personnes sur 50 ont répondu que ça s'est vraiment très bien passé et je suis très heureux de le lire. Tout s'est fait en ligne, ont obtenu le service rapidement. Et à contrario, 6 personnes, dont moi, ont répondu, vous avez dit le laisser passer à 38. Bon, clin d'œil aux 12 travaux d'Astérix, pour ceux qui se souviendront de ce magnifique défi qu'avait Astérix d'aller chercher le laisser passer à 38 à travers la maison un peu, appelons-la gouvernementale romaine, mais qui malheureusement semble avoir fait quand même figure de modèle pour le développement des institutions publiques à travers le temps. Donc, l'idée, c'est que ça s'est quand même bien passé. Bien, je suis vraiment content pour vous, mais je peux vous montrer par contre des cas problématiques qui se sont passés qui sont plus dignes du formulaire A38. Ceux qui vivent à Québec parmi vous avaient peut-être entendu parler le 12 avril dernier d'un scandale, d'une situation problématique sans bon sens sur lequel les parents avaient dû se lever aux petites heures du matin pour réussir à aller chercher une réservation pour leurs enfants pour participer au camp de jeunes, programme vacances-été, appelons ça les camps de jeunes qui vont se dérouler cet été. Et plusieurs sont repartis un peu bredouilles de l'expérience à cause que le système a complètement flanché. Puis on s'attend à l'ouverture, l'inscription à des camps de vacances été à la Ville de Québec, ce n'est pas généralement une situation qui fait la une des nouvelles. Or, comme vous pouvez le voir dans les commentaires, ça a été un peu problématique. Les gens ont vraiment déposé des. Je vous ai fait quelques impressions d'écran pour vous montrer à quel point les gens avaient vraiment présenté leur mécontentement. Et cela, c'est dû pourquoi? Ben, ça a été dû par le fait que les 27 organismes partenaires du programme Vacances-été de la Ville de Québec sont tous responsables de gérer leur propre système de réservation. Ils font donc pour la plupart affaire avec des entreprises qui fournissent leur logiciel. Et on s'entend, ce n'est pas le même logiciel pour tout le monde. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de dire aux gens, OK, vous allez vous inscrire, mais selon l'endroit où vous voulez inscrire votre enfant, ce n'est pas nécessairement la même procédure, ce n'est pas nécessairement les mêmes champs, ce n'est pas nécessairement la même interface. Vous vous doutez bien que ça a créé un bordel total parce que là, tout le monde appelle à la ville parce qu'eux pensent que c'est la ville qui offre l'interface. Mais non, ce sont les 27 organismes partenaires. Fait que là, on a une cinquantaine de téléphonistes qui travaillent à la ville au service 3-1 qui se retrouvent un peu devant aucune idée de ce qu'ils doivent dire et faire parce qu'ils ne savent pas à quel organisme leurs enfants essaient de s'inscrire puis quelle interface et tout. Fait que le système flanche. Le support, la ligne de plainte et tout pour la Ville de Québec, le 3-1, la ligne d'aide, n'arrive même pas à suffire à la demande parce qu'ils ne savent même pas quel système les gens occupent parce que ce n'est même pas des systèmes villes. Bref, la recette parfaite pour un beau bordel de e-gouvernement, comme on va le voir. Le e-gouvernement, on l'a dit, c'est l'utilisation d'Internet pour agir avec le gouvernement. C'est en progression quand même de façon importante au niveau des citoyens. Ces graphiques que vous voyez sont la source est l'enquête Net Tendance 2020 faite par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval. Donc, vous pouvez voir que depuis 2017 à 2020, il y a quand même une augmentation de 38 d'utilisation de l'Internet pour interagir avec les différentes formes de gouvernement. L'idée, c'est la principale interaction, c'est obtenir de l'information à partir des sites web du gouvernement. On s'entend que c'est assez
disons, monolithique comme, comme approche. L'idée, c'est d'aller prendre de l'information, ensuite télécharger des formulaires et ensuite envoyer les formulaires remplis en ligne à partir du site web du gouvernement. On n'est pas vraiment dans une dynamique d'interaction. Et c'est quand même assez impressionnant parce que l'idée, c'est que le e-gouvernement est supposé d'améliorer la relation avec les citoyens grâce au numérique, mais on s'entend qu'obtenir de l'information, télécharger des formulaires, on n'est pas dans la création de valeur de façon exceptionnelle. Autre élément que je voulais vous présenter, la priorisation des initiatives numériques gouvernementales selon les adultes québécois. Ce qui est drôle, c'est que c'est un intérêt qui est quand même assez partagé de façon uniforme entre les différentes composantes que les gens aimeraient voir implantées à travers le e-gouvernement, à savoir le principal, bon, le système d'authentification unique qui donnerait accès à tous les services gouvernementaux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire remplir celui du gouvernement fédéral versus le gouvernement provincial. C'est ensuite, vous créez un compte client dans votre ville et tout. C'est jamais la même interface. Si vous n'utilisez pas OnePassword, vous perdez vos accès parce que vous n'y allez pas à tous les jours. Bref, ça peut créer des gros problèmes. Donc, les gens disent, si on a un système d'authentification unique, au moins, ça va permettre d'amener un certain barème de contrôle à travers ça. Il y a les paiements en ligne, les systèmes de modification, rappel numérique. Bref, il y a plein de services qui sont demandés par les citoyens et les citoyennes pour avoir des meilleurs services. Transformation numérique versus la numérisation des services. Ce qu'il faut comprendre, c'est que devenir un e-gouv, ce n'est pas de la numérisation de services. La numérisation de services, c'est le processus de délivrance des services tire à peu près pas profit des TI. Le service ne génère pas de données, ou du moins celles-ci ne sont pas utilisées dans une approche transversale de délivrance de services. On va voir des exemples un peu plus tard. Peu d'automatisation possible. Donc, on est vraiment en train de recréer ce qui existait en termes de relations et de processus avec les citoyens et on essaie de le rendre numérique. La transformation numérique, elle, de son côté, est beaucoup plus profonde. Ce n'est pas l'intégration d'un outil numérique ou technologique, c'est une révolution des modèles d'opération et des processus pour créer de la valeur autour des données. Hein? Les données comme un actif stratégique à l'intérieur d'une municipalité, à l'intérieur d'un gouvernement, c'est là que c'est important de travailler, c'est là qu'il doit y avoir vraiment une réflexion et des changements qui doivent être faits. C'est une approche omnicanale au niveau des communications. Donc, on est capable d'utiliser l'Internet au niveau d'un site informationnel. On est capable d'utiliser les médias sociaux pour être capable de créer une relation de proximité avec les citoyens. Les formulaires en ligne sont faits sous le même principe. On est disponible sur YouTube, on est disponible sur TikTok s'il faut pour faire de la promotion du marketing. Bref, au niveau des communications, ce n'est pas juste un canal en disant les gens vont venir sur notre site web, chose qui se passe très rarement, soyons clairs. L'expérience du usager, le UX, est riche et de qualité. Donc, on a vraiment un souci qui est apporté au niveau de créer une expérience complète et dans laquelle le citoyen n'est pas perdu, dans laquelle le citoyen se retrouve clairement. Et c'est une approche de changement de culture d'une organisation pour l'accès autour de l'innovation et de l'agilité. Bref, la transformation numérique, ce n'est pas la numérisation des services et convertir un formulaire en papier fixe. Donc, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne faites pas. Pour ceux qui connaissaient M. Garrison de South Park, il disait « Ne le faites pas » parce que c'est mal, vous voyez. Et on se souviendra qu'on va voir plus tard d'autres exemples mal. Les enjeux de la transformation numérique. Selon un récent sondage, on voit que c'est le risque numéro 1 pour les entreprises. Et pourtant, 70% des initiatives de transformation numérique n'atteignent pas leur but, ce qui représente des pertes de 900 milliards sur les 1,3 billions qui sont investis globalement. C'est de l'argent, comme on dit. Puis ce 900 milliards-là, oui, il peut aller dans les poches de plein de compagnies de numérique et tout, mais ça serait donc le fun qu'ils ne se perdent pas, mais qui servent d'éléments de levier pour l'ensemble de l'économie. Donc, 5 leçons qui peuvent être tirées de tout ça. Valider les changements de stratégie d'organisation avant d'investir. Aller chercher la connaissance et l'expertise à l'interne des organisations. Débuter le design de l'expérience usagée souhaitée avec les utilisateurs externes.
Ça, là, c'est probablement la leçon la plus importante que vous devez faire, vous, en tant que responsable d'affaires et de transformation au numérique dans les organisations. Là, allez chercher l'expérience d'usager. C'est tellement le cœur de ce que vous devez faire, mais pourtant, les organisations le font pas assez souvent. Reconnaître et accepter les craintes des employés à l'interne de l'organisation, autre point ultra important. Les gens ont peur de la transformation numérique, donc c'est important d'aller rassembler, mobiliser les gens. Prendre la méthode agile et incrémentale avant d'introduire le changement. Et j'en ai mis une sixième, la sécurisation des informations et des données. Si vous voulez créer une relation de confiance avec les gens, il faut qu'ils soient rassurés sur la façon que leurs informations, leurs données vont être traitées. On a encore eu un exemple cette semaine avec les gens de la famille là, et les garderies qui ont perdu des données, 5000 données. Fondement de la transformation numérique de la Ville de Québec. À la Ville de Québec, la transformation numérique n'est pas une question de revoir le numérique à l'interne de la ville, mais bien de comment le numérique transforme l'expérience usagée des citoyens envers l'administration. On veut normaliser des processus génériques, donc éviter qu'il y ait 27 plateformes différentes pour inscrire vos jeunes au camp vacances. Et ça, peu importe le domaine d'affaires. Donc, j'ai pris l'exemple avec les jeunes, mais l'idée, c'est d'avoir des processus qui se ressemblent pour faire une demande de permis et d'aller travailler, par exemple, à avoir ça vient de stationnement. Avoir un référentiel client solide et intelligent. Donc, éviter qu'à chaque fois, on redemande les mêmes informations qu'on a déjà, votre nom, votre adresse, votre code postal, ici, on l'a déjà. Là. Pourquoi on est tout le temps en train de redemander, de remplir ces informations-là? On les a. Et cesser de les pertes de mémoire dans l'organisation. Pour l'instant, je vous dirais que c'est assez incroyable au niveau des données. Lorsqu'un système se met en mode fin de vie, on dirait qu'on perd la moitié de la mémoire de l'organisation. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Présentement, la gestion de la relation client actuelle à la Ville de Québec, c'est un citoyen ou citoyenne qui fait une demande et en première ligne, bon, elle est identifiée, authentifiée, la création de la demande. Ensuite, ça passe par un Sésame 365 qui est très, c'est un processus qui est très waterfall, comme vous pouvez voir. L'affectation à la deuxième ligne nécessite encore un traitement manuel. Des délais surviennent entre les étapes, mais jamais personne revient à la citoyen ou au citoyen ou à la citoyenne pour dire on est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Fait que la citoyenne, par exemple, qui fait une demande peut attendre 3 mois son suivi, puis elle ne l'a jamais. Et on traite, on attribue, on fait la situation. Et ensuite de ça, là, à la fin, là, il y a une résolution du problème. Et là, on va informer le citoyen, la citoyenne et lui demander à faire un sondage. Bref, comme vous voyez, c'est quelque chose qui est assez disons, monologue comme approche plutôt que dialogue. Et comme je vous ai parlé, oui, j'ai oublié de faire mes délais. Un autre exemple d'une numérisation à ne pas faire, si vous voulez poser une question au conseil de ville à Québec, bien, vous remplissez un formulaire. Là, j'ai caché les renseignements de la personne. Mais comme vous voyez, nous, ça nous est communiqué, les élus, en format comme si quelqu'un avait imprimé la note. Et je vous confirme que quelqu'un a imprimé la note. Donc, a pris le bout de papier, le formulaire a été rempli en ligne, la personne imprime le bout de papier, le rescanne pour les regrouper, pour ensuite les envoyer aux élus. Fait qu'on reçoit des formulaires un peu tout croche qui ne génèrent aucune valeur parce que personne ne prend le temps de dire, bon, c'est combien de sujets, c'est quel sujet qui est le plus demandé. On pourrait faire de l'extraction de données là-dedans. On pourrait faire de l'extraction de langage, à savoir, est-ce que la personne semble contente ou fâchée lorsqu'elle écrit avec de la reconnaissance de mots. C'est assez basique en termes d'intelligence artificielle, on s'entend. Mais non, nous, à la Ville de Québec, présentement, on fait... Mal, donc ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. On fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous voyez qu'on a encore du chemin à faire. Et l'idée, ben, c'est de travailler en ce sens. Proposition de valeur et enjeu. Pour qu'un e-gouv comme nouvelle forme de dialogue avec les citoyens, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de passer du monologue à l'interaction. La Ville a souvent eu une approche d'informer des choses déjà décidées d'avance. Et aujourd'hui, avec les médias sociaux, à chaque fois qu'on fait ça, ben, c'est
ça se retourne un peu contre nous. C'est d'écouter les besoins et d'assurer un vrai feedback. Dans la relation que vous avez avec vos proches et tout, là, vous donnez des nouvelles. Hein? Vous les appelez, vous leur dites comment ça va et tout. Eh bien, pour la ville, il faut que ce soit la même chose. Et le numérique permet de le faire à une fraction du coût. C'est d'embrasser l'approche omnicanale et aller où sont les gens. Donc, au lieu de, comme je disais plus tôt, de tirer les gens en disant ben, venez sur notre site web, ben, c'est en tant qu'organisation d'utiliser l'ensemble des canaux disponibles, qu'ils soient numériques ou physiques. Tu sais, ça peut être aller s'installer un kiosque dans un centre d'achat s'il faut pour parler d'un sujet, ce qui aurait pu être très intéressant pour le tramway, on s'entend, parce que pendant longtemps, il a fallu ramer pour convaincre les gens. Mais si on avait été voir les gens plutôt que de dire ben, venez voir sur notre site web le beau projet de tramway qu'on a, peut-être que la mobilisation autour aurait été plus positive. Et c'est, bien entendu, d'avoir les données comme un actif stratégique. Les données, ça devient un peu un langage universel qui est transparent autant pour l'administration que pour les citoyens. C'est ce qui permet d'avoir une relation de confiance. Et pour ceux qui connaissent le concept de charte de données parce qu'ils l'ont vu à Nantes ou à Montréal, bien, sachez que la Ville de Québec est en train de réfléchir à l'intégration d'une charte de données aussi à Québec pour cadrer la relation qu'on a avec les citoyens autour des données, mais aussi avec les entreprises privées. Les principales barrières au déploiement du e-gouv, la qualité, l'accessibilité, la préservation et la transparence des informations que la municipalité est prête à exposer. La motivation des expériences précédentes, la connaissance, la façon de chercher et les canaux choisis des usagers. Donc, on a vraiment une barrière sur transformer l'organisation au sens propre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'essayer. Et voici un peu le modèle qu'on vise maintenant à être capable d'implanter au niveau du traitement des gens à la ville. Donc, c'est vraiment de reprendre le même processus, la citoyenne qui fait une demande, qui est traitée dans un logiciel qui s'appelle Cézanne 365, mais à chaque activité, d'être capable de décomposer le suivi pour la citoyenne et la citoyenne, un peu comme vous suivez votre colis Amazon. Hein? Vous commandez sur Amazon, vous avez la commande, il vous envoie une confirmation. 4 minutes plus tard, vous savez qu'il y a un robot qui a déplacé l'échelle pour aller donner le produit à la personne. Quand la personne l'emballe, vous avez à peu près un autre email qui vous le dit. Quand le shipment commence, ça continue. Bref, c'est d'aller vraiment dans une approche similaire à ça qu'on veut faire à la Ville de Québec pour améliorer l'expérience des usagers. L'expérience des usagers, ça se veut une réflexion non seulement sur l'aspect graphique d'un projet, hein, c'est pas juste du UI, donc User Interface, mais vraiment un regard de l'histoire et de la création de valeur que les utilisateurs pourront en tirer avec un souci de rendre la démarche simple et accessible. Il faut que ça soit simple pour les gens. Si on veut qu'ils l'utilisent, il faut que ça soit simple. Il faut briser la barrière qui peut exister déjà seulement avec la fracture numérique. On sait que ce n'est pas tout le monde qui a la même degré d'acceptabilité ou de connaissance du numérique, mais il faut que le processus soit simple si on veut que les gens l'utilisent. Il faut que les informations soient digestes et pertinentes et riches. Il faut qu'on se donne des objectifs de création de valeur, autant pour l'organisation que pour l'utilisateur qui en a besoin. Des éléments très importants. Et encore une fois, je vous montre un exemple de UX dépassé qu'on a à la Ville de Québec. À gauche, vous voyez la liste des travaux prévus dans la Cité Limoilou pour la prochaine année. Et c'est du text-based. Déjà là, on aurait pu faire une magnifique carte. Ça aurait peut-être aidé aux gens parce qu'il n'y a pas le 3/4 du monde qui sait où est le pont Lavigueur, par exemple. Et quand on clique sur la rue du Roi, bien, encore du text-based, période du 8 mars, du 8 mars au 8 mars, une journée. Changement de sens de la circulation de la rue du Roi. La circulation se fera de l'ouest à l'est. Déjà, on vient de perdre 84% des gens là, qui ne savent pas différencier l'est et l'ouest. Là. Fait qu'en partant, c'est ultra inintéressant. Encore là, il aurait été intéressant de montrer la rue, montrer le sens qui est changé. Comme disait Yvon Deschamps dans un célèbre monologue du Cable Guy en 1970, c'est pas qu'on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Bien, 50 ans plus tard, on est encore au même point. On essaie de faire montrer, on essaie de faire savoir aux gens alors qu'il faut le mettre dans le wire, comme on dit.
Un exemple qui a été bien fait à Chicago, ce que vous voyez présentement, c'est les requêtes pour des stationnements à vélo. Donc, les gens, là, je vous ai fait une vue macroscopique, là, il y a moyen de rentrer dans le détail, on s'entend, mais les gens voient les demandes. En fait, c'est le système de la ville qui a mis ça en place pour recueillir les propositions de demande de rajouter des stationnements à vélo. Et les gens de la ville font le suivi en temps réel, ben, du moins en temps rapide, sur la même carte. Donc, les gens n'ont pas 6 places à aller naviguer pour trouver si leur réponse a été demandée. Par exemple, les points rouges que vous voyez, c'est des demandes qui ont été refusées. Si vous cliquez sur une demande, il y a l'explication. Si vous cliquez sur une demande aussi, vous pouvez faire un plus pour dire que vous êtes d'accord avec cette demande-là. Donc, il y a une façon de mobiliser les gens. Et ben, les réponses qui sont vertes, ben, c'est les endroits qui sont mis en place par la ville suite à la demande des gens. Et comme vous voyez, ben, les bleus ne sont pas encore traités, les jaunes sont en attente d'analyse. Mais bref, ça crée un environnement où les gens savent se retrouver et la ville assure un suivi au même endroit. Donc, il y a vraiment une interaction qui est mise. Rapide survol du design thinking. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, le projet, là, ça a été fait grâce au design thinking. Donc, les gens de la ville de Chicago sont allés s'immerser auprès des citoyens pour aller recueillir les besoins comme il faut, définir la problématique. Hein? Ensuite de ça, il y a eu la création d'idées. Donc, comment on peut répondre à la problématique de savoir où placer les racks à vélo. L'idéation a été générée avec les gens. Très important, parce qu'une fois que les gens participent à la génération d'idées, ils sont mobilisés. Et il y a eu une phase de prototypage. Donc, cette plateforme-là a été testée auprès d'un groupe et bien, maintenant, c'est ce qui fait office à la ville de Chicago. Pour moi, ce processus-là, on a eu la chance de le faire à quelques reprises à la ville de Québec, mais ça représente le cœur de ce qu'une solution doit toujours se définir pour réussir à atteindre les objectifs. Sans ce processus-là, tout ce qu'on fait, c'est imposer des choses et l'imposition, généralement, ça ne marche pas bien. Frame Innovation, disons que c'est du design thinking, mais au niveau plus. C'est vraiment pour adresser des problématiques complexes, des problèmes holistiques. C'est l'auteur Key Doors qui a amené cette approche-là. Et c'est vraiment pour faire face à des wicked problems, comme je disais. Donc, des problèmes qui sont ouverts, complexes, dynamiques, networkés. Donc, pour ceux qui pourraient faire un parallèle facile, là, élever un enfant, là, c'est un problème complexe. Il n'y a pas de guide à suivre direct, clair et précis. Il faut faire affaire avec l'enfant comme on est. Nous, en tant que parents, notre taux de fatigue, il y a tellement de variables qui sont mis en place qu'on ne réussit pas à savoir. Il n'y a pas de recette miracle. Donc, il faut faire face à cette situation-là en faisant 9 étapes. Je vous le dis, ce livre-là de Frame Innovation, si vous ne l'avez pas lu à ce jour, prenez le temps de le lire. Il va vous outiller sincèrement pour aider à faire face à n'importe quel type de problème que vous allez vivre dans les organisations à grand déploiement. Vraiment une recommandation très importante. Le potentiel du e-gouv à travers Responsive City. Responsive City, c'est un autre livre que je vais vous parler. Le potentiel du e-gouv, ce n'est pas seulement de permettre de traiter en ligne la relation avec le citoyen, c'est aussi d'implanter la gestion de la ville du mode réactif vers le mode prédictif. Donc, un plus pour l'expérience des usagers. Par exemple, on veut interdire présentement à la Ville de Québec les feux de foyer lorsqu'il y a des alertes au smog. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chercher où vous pouvez trouver où il y a une alerte au smog, là, mais c'est comme dans un sous-système d'Environnement Canada, qui est juste en text-based, bien entendu, du site web d'Environnement Canada. J'ai passé, moi, 30 minutes à essayer de trouver la page. Puis on s'entend, là, je ne suis pas le dernier venu en termes de technologie. Là, je sais comment ça marche un peu. Là. Il y a un compte, par contre, ils ont programmé un bot sur un compte Twitter pour annoncer automatiquement les alertes système. Mais il n'y a pas. Les citoyens ne sont pas sur Twitter, c'est n'importe quoi, là, dans le sens où sur Twitter, là, il y a des journalistes, 2-3 stars qui essaient d'avoir de l'attention là, en mettant leur nouveau maillot de bain. Là. Bref, réseau social qui sert à fuck all, Twitter. Mais au moins, il y a une possibilité de programmer un robot
Et à partir de là, j'ai dit, mais pourquoi la Ville de Québec ne prendrait pas justement les alertes au smog qui sont programmées sur le robot de Twitter et au lieu d'envoyer les citoyens vers Twitter, ne programme pas quelque chose à l'image de ce qu'ils font, par exemple, pour les alertes de neigement. Quand il y a une alerte au smog, bien, on serait capable de faire une API qui va chercher l'alerte au smog, puis après ça, envoie un petit message à tous ceux qui se seront inscrits à avoir une alerte téléphonique pour recevoir un reminder. Hey, faites pas de feu aujourd'hui, il y a une alerte au smog. Ce serait une approche simple et conviviale qui coûterait à peu près gratuitement et qui permettrait à la ville d'être en mode prédictif plutôt que réactif. C'est d'assurer la transparence et la confiance des données touchant l'organisation, donc un plus pour l'engagement des citoyens. Si les citoyens voient qu'on est transparent, ils vont souhaiter participer. C'est aussi développer une organisation apprenante. C'est difficile, ce bout-là. C'est qu'il faut que l'organisation devienne humble pour permettre d'apprendre à partir des données et de le considérer comme un actif stratégique. Et c'est d'avoir des standards de données communs pour assurer une meilleure interopérabilité. Et ça peut être au niveau de la ville, mais ça peut être aussi interville ou intergouvernement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que des standards de données communs, ça permet d'avoir des tableaux de barres de suivi, de KPI communs intervilles. Et là, supposons qu'on se dit, on veut suivre la pollution à Montréal, à Trois-Rivières, à Waterloo, à Calgary et à Québec. Bien, l'idée, c'est si on a des standards communs de données, ça va être extrêmement facile d'avoir une comparaison claire et précise sur ces données-là. En terminant, un jumeau numérique, c'est quoi? Ça, c'est un exemple de projet aussi de Responsive City. Un jumeau numérique, c'est une véritable plateforme de simulation urbaine. C'est ce qui permet d'établir aussi un dialogue basé sur la donnée factuelle en temps réel. Donc, un jumeau numérique, c'est la recréation du réel à travers le numérique telle qu'elle existe pour permettre d'établir des scénarios de planification d'aménagement et des impacts potentiels. Par exemple, on dit, on veut élargir une rue pour faire passer plus de circulation. Bien, avec un jumeau numérique, on a mesuré à travers le temps le flux de circulation. On est capable, à travers des modèles mathématiques, de reproduire des scénarios pour dire, OK, si on augmente d'une voie, ça va donner tant de plus de circulation ou au contraire, ça va créer un bouchon à terme. Donc, c'est vraiment un outil de planification et c'est un outil qui permet de développer, comme je dis, des hypothèses encore plus claires pour les citoyens lorsqu'il vient le temps de leur présenter des changements dans leur environnement. C'est un peu à l'image de Google Earth qui permet depuis 20 ans. Ça leur donne une possibilité aux gens d'explorer aussi et de comprendre leur ville. Ça devient un terrain de jeu sur lequel des citoyens peuvent bâtir aussi et ça peut même servir aussi pour des architectes ou des développeurs de projets qui veulent vraiment créer et modéliser leurs projets et voir les impacts, par exemple, sur les vents, sur la lumière que ça peut avoir chez les voisins, les problématiques qui peuvent survenir. Ça a été vite comme présentation. Et je suis disponible pour vos questions, soit dit en passant. Recommandation de lecture rapidement. Si vous êtes passionné par le développement du numérique à travers les villes, New OS City, qui est une Bible chez moi. Je l'utilise à tout escient à travers ma vie de tous les jours. Responsive City, qu'on a vu un petit peu tantôt aussi, qui apporte plus la vision sur la gouvernance des données. Et Frame Innovation, livre de référence pour comprendre et intégrer l'approche du design thinking dans n'importe quel type de projet. Donc, merci de votre écoute. Désolé de ce grand sprint. Dominique, on a des questions. Merci. D'abord, merci Pierre-Luc. Je vais dire Pierre-Luc, je t'ai présenté comme Monsieur Lachance, mais maintenant que tu as ouvert notre jeu et que les gens savent qu'on a une certaine proximité, je poursuis avec Pierre-Luc. Je comprends que tu comprends vraiment bien les enjeux des citoyens. Je vais te confier que si j'étais dans Saint-Roch, tu aurais mon vote, Pierre-Luc. Merci, c'est gentil. Aussi, je t'inviterais peut-être, là, parce que je sais que les lectures que tu as proposées sont très intéressantes, là, peut-être nous les partager dans le chat ou dans les... Oui, je vais faire dans la community, là, je vais faire un endroit, là, il y a eGouv, là, je vais vous partager mes lectures dans ce forum-là, oui. Ouais, moi, j'en aurais une question pour toi. C'est des gros défis là, que tu nous as parlé aujourd'hui, puis je me demande, pour toi, là, quels sont les enjeux pour
introduire ce changement-là là, de paradigme puis avancer, là? Ben, les enjeux, c'est de réussir à mobiliser toutes les parties prenantes. Les élus, bon, comme moi, je suis assez une bébite dans le système, là. C'est pas tout le monde qui a le niveau d'aisance numérique que j'ai à travers les élus, Oui. mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour la briser, cette fracture numérique-là auprès des élus. Et même, ça pourrait être l'utilisation des fois de jeux sérieux pour réussir à développer des compétences au niveau du numérique. Ensuite de ça, on peut avoir la transformation avec les fonctionnaires. Présentement, vous ne le savez peut-être pas, mais un élu n'a pas le droit de parler à un fonctionnaire. Il doit passer à travers un processus normé qui passe par la direction générale qui fait qu'il y a 23 personnes qui interviennent sur une demande qui aurait pris 6 minutes à régler. Est-ce qu'il y a moyen de retravailler l'agilité de tout ça et de permettre justement d'avoir un rapprochement entre l'administration et le politique? Et la partie prenante la plus importante, les citoyens, puis là-dedans, j'entends les entreprises, les institutions, là, les citoyens au sens large, ben, comment rebâtir cette relation de confiance-là avec eux et comment réussir à aller les mobiliser pour qu'ils soient partie prenante du changement et qu'ils aient le goût de participer dans le numérique. Donc, on a vraiment 3 enjeux à régler et les 3 se règlent par le développement d'une confiance mutuelle envers les parties prenantes. Merci, Pierre-Luc. Peut-être une dernière pour ma part. Peut-être laisser la parole désolé s'il y a du bruit en arrière. La ville a décidé de laver la rue présentement. Ce qui est très bien, soit dit en passant. On est bien content. Là, il y a quelqu'un qui n'avait pas ôté son véhicule qui est en train de se faire remorquer juste à côté de ma fenêtre. Tout va très bien. Je te rassure, on n'entend pas le bruit. Ouais. Puis j'ai envie de te dire, tu avais juste à aller voir sur le site de la ville, voir à quel moment il allait passer. Non, mais Tu c'est aurais ça pu le pire. prévoir le coup. Ils passent entre 7h30 et 15h. Fait que techniquement, ils sont corrects. Il est 9h04. Ça va bien. Moi, ils savent que le conseiller est en train de donner une conférence. C'est ça. En terminant, pour moi, quels sont les gains visés là, par cette démarche, là, autant en termes de, bon, pour le citoyen, je suis capable d'en identifier, mais pour l'ensemble de la communauté, là, ben, c'est de l'efficacité. Tu sais, tantôt, quand on parlait, par exemple, de la démarche avec d'aller copier sur ce qu'Amazon fait, c'est de l'efficacité pour tout le monde. C'est d'avoir la bonne information en tout temps. C'est la confiance qui est le cœur un peu de ce que le e-gouv doit faire. Ensuite de ça, on a l'élément d'interaction. Tu sais, quand on fait juste un monologue et on envoie de l'information, les gens deviennent démobilisés un peu et deviennent même parfois cyniques envers l'organisation. Donc, si la Ville a comme mission de servir au mieux ses citoyens, tout en étant responsable, ben, la transformation numérique permet de mieux servir le citoyen et de peut-être des fois battre le cynisme ambiant parce qu'elle approche, elle travaille l'interaction plutôt que juste donner de l'information. D'accord. Merci. Pierre-Luc, tout indique que ton contenu était clair et précis. Je ne vois pas de questions pour le contenu que tu nous as partagé. Encore une fois, merci à toi. Merci à tous Il y en a une dans le chat, une question. Dans le chat? OK, je vais te laisser. Question. Dans la planification des parcours du RTC, est-ce que les données, les laissez-passer mensuels sont analysées pour comprendre les habitudes des usagers? Oui, mais pas assez. Présentement, oui, on sait, par exemple, l'arrêt A monte le matin, l'arrêt B, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est où il descend. On le voit un peu à travers des données du comptage qui est fait manuellement. Mais effectivement, les passes de la carte aux puces voient les up, comme on dit, les in, mais on n'est pas capable de voir les out. Donc, ça peut être un élément à améliorer, là. Ça serait d'avoir le même senseur un peu en out pour savoir qui sort où. Bien sûr, il y a des enjeux, par contre, de pas faire de la surveillance du Big Brother avec ça, hein, c'est toujours l'enjeu, mais reste que ça pourrait être une solution si on reste sur des paramètres alphanumériques non identifiables. OK, merci. Je disais qu'il n'y avait pas de questions dans le Q&A. Je ne les voyais pas maintenant, j'en vois quelques-unes.
Bon, vous suggérez des pistes de solutions intéressantes. Quelles sont les principales limites d'implantation de ces solutions? Manque de ressources humaines, manque d'ouverture chez les autres élus, Oui. budget peut-être? Budget, manque de ressources humaines, manque de connaissances envers le numérique, énormément de craintes. Je peux vous dire, les élus, lorsqu'on parle de rendre la donnée accessible ou ouverte ou une charte de données, ils disent ouais, mais là, l'opposition va avoir accès à nos données. Ben oui, mais l'opposition, là, présentement, elle fait 108 demandes d'accès à l'information qui jamment le système parce que tout le monde doit traiter les demandes d'information, faire du caviardage, ici et ça. Bref, on devient inefficace. Fait que, présentement, il y a beaucoup euh, d- c'est ça, d'évangélisation autour des données à faire. OK. Il y a une question que je trouve vraiment pertinente. Euh, il y a Pierre-Luc Lachance qui travaille sur un dossier de ville intelligente à Québec. Mais il y a d'autres villes, il y a plein d'autres villes euh, Oui. qui ont des bonnes idées, qui ont des moins bonnes idées. Est-ce qu'il y a quelque chose en place qui fait que à un certain rythme ou vous parlez pour essayer d'améliorer tout ça ensemble? Ben, c'est drôle, c'est de la participation à des événements. Moi, par exemple, j'ai développé énormément de relations avec Nantes, en France, qui est un beau modèle au niveau, tantôt je parlais de la charte de données, mais aussi de l'intégration numérique. J'ai rencontré les élus d'Angers aussi à travers des échanges qui nous a permis d'avoir des relations. On parle avec la ville de Namur en Belgique. C'est des villes qui sont en train de faire des transformations de villes intelligentes. Montréal en a fait une. On a participé au défi des villes intelligentes canadiens qui s'est déroulé en 2019 et ça nous a permis d'entrer en relation avec Waterloo, Regina, Montréal bien entendu. Bref, on a développé un réseau là-dedans et justement, on s'est assis autour de la table, tout le monde, pour dire qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait avoir une meilleure collaboration et la sémantique des données, d'avoir des données qui sont stockées de la même façon, qui sont prises de la même façon, c'est nécessairement quelque chose qui est ressorti à de multiples reprises pour dire on va se faire des indicateurs de bord, des KPI à suivre et des tableaux de bord communs pour être capable de partager nos réalisations. Et de ton point de vue et dans ta connaissance des autres villes, tu as parlé de Nantes, là, quelle serait la ville dans le monde que tu connais qui est la plus en avant là, par rapport à tout ça? Ben, c'est drôle parce que disons que je suis en guerre ouverte avec l'International for Community of Smart City parce que beaucoup de villes intelligentes est amené sous la dynamique des technologies seulement. Or, il y a 6 composantes qui sont ultra importantes et ultra interreliées et plusieurs sont exclus. Tu sais, ils disent, ah, on va mettre des systèmes de gestion automatique de ville, de lumière puis ça va nous faire une ville intelligente. Oui. Wrong. L'idée, c'est vraiment d'avoir une dynamique d'interrelation entre ces 6 composantes, l'environnement, les communautés, les gens, la mobilité, oui, l'économie et la gouvernance. Et l'idée de tout ça, moi, je pense qu'une des villes modèles, c'est Liège en Belgique. Puis en plus, ils ont le Smart City Institute qui fait figure de proue à travers toute la communauté francophone à cet effet-là. Ben, merci beaucoup, Pierre-Luc. Ben, ça fait plaisir. Bonne Ça journée fait à tous et à toutes. oui, merci à toi et merci à tous les participants. Nous vous attendons à 9h15 pour les prochaines conférences. Vous aurez le choix parmi 2 présentations très intéressantes, donc ce sera déchirant. D'abord, l'évolution du rôle de l'analyste d'affaires avec M. Jérémy Gué. Ensuite, ou la connaissance client, un levier de croissance pour les entreprises avec Mme Annie Pelletier. Donc, si vous retournez dans l'agenda, vous allez pouvoir choisir la conférence qui vous intéresse et vous serez accueillis à 9h15 pour la suite de la journée. Alors, encore une fois, merci à tous. Merci à toi, Pierre-Luc. Et Bonne à journée tantôt. à tous. Oui, merci. Super. Béatrice est encore là. Béatrice, elle quitte pas.
Ah, ben, les Jusqu'à gens sont la en train fin. de quitter, là. Oui, c'est ça. 44, 43, ça Ouais, descend. ouais. On va être un petit peu en avance. Ah non, mais c'est ça. Comme on dit, je suis rentré à la minute près dans les temps. Ouais. Et Pierre-Luc, félicitations. Super conférence. C'est pas mal pour un show d'improvisation, hein? J'invite les participants qui sont en train de se déloguer à aller visiter les sponsors et les exposants qui, grâce à eux, on a pu financer l'événement. Merci. Tout à fait. Merci aux sponsors. Et je suis en train d'écrire là, les réponses dans le community Oui. sous la section eGov là, pour les Merci. références. Merci, c'était super, hein, Pierre-Luc. C'est vraiment intéressant. Puis c'est des beaux défis, hein, que t'as, hein. Beaux et gros. Énorme. C'est pour ça que je fais ma maîtrise là-dessus. En même temps. C'est question de bien intégrer parce que tout est dans tout. Hein. Excellent. Ben, je réponds à tout le monde, puis je vous souhaite une très belle journée. Merci, Pierre-Luc. Salut. Bye. Merci, Pierre-Luc. Merci, Manon. Bye-bye. Merci beaucoup. Good job, Dominique.